prétention à dire le vrai, à produire un discours qui a la plus grande probabilité de correspondre au réel. D'accord? Euh, et effectivement, tous ces principes, toutes les exigences méthodologiques qu'on convoque ici dans le cadre de ce petit cours sont d'une certaine manière applicables à différents degrés, n'est-ce pas? À différents degrés. Plus vous êtes exigeant, mesdames, messieurs, plus vous êtes exigeant vis-à-vis de ces règles de la méthode, d'accord? Plus votre discours peut prétendre d'être peut prétendre à la scientificité, peut prétendre d'avoir les qualités d'un discours scientifique. D'accord? Sinon, il existe un ensemble d'acteurs qui produisent bien évidemment des différentes catégories de discours qui prétendent d'être scientifiques, alors que le respect effectivement de ces règles méthodologiques n'est pas vraiment au rendez-vous. Par conséquent, on va dire, ils font semblant, n'est-ce pas? On pourrait donner l'exemple d'un étudiant, effectivement, qui produit un TFE, il y a une table des matières, mais profondément, le travail de recherche est cru, puisqu'il n'y a pas une véritable, euh, il n'y a pas un véritable respect de ces principes méthodologiques. Cette exigence n'est pas au rendez-vous. Donc soyez exigeants vis-à-vis de ces vis-à-vis de vous-même dans le respect de ces principes afin de produire un travail de qualité. C'est ça un travail rigoureux, d'accord? Un travail rigoureux, d'accord? Alors, première chose. Donc, alors, comme vous voyez, effectivement, quand on procède de façon méthodique, mesdames, messieurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire de façon structurée, de façon organisée, d'accord? Ben oui, on procède étape par étape, d'accord? Et tout au long de ces étapes, on respecte un ensemble de principes, d'accord? De principes. Alors, ici, en l'occurrence, ces principes et ces étapes donc doivent être respectés, bien évidemment, pas de façon mécanique, pas de façon machinale. On reste premièrement pragmatique, n'est-ce pas? On essaye de s'adapter au terrain, mais deuxièmement, disons, on n'arrête pas à faire des allers-retours. Donc, comme vous voyez ici, dans cette représentation schématique, il existe des boucles de rétroaction. Et je dirais même il n'y a pas assez de boucles de rétroaction dans cette représentation schématique, parce qu'en réalité, les va-et-vient entre les différentes étapes sont constantes, d'accord, et continues. Euh, Ici, à des fins pédagogiques, n'est-ce pas, on essaye de procéder première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ça va? Alors, ça nous permet d'avoir une compréhension de ces différentes étapes, mais aussi ça nous permet de se dire, il faudrait que j'ai une planification. Planification, même si je fais tout le temps des va-et-vient, mais à un moment donné, par exemple, il va falloir que je stabilise ma problématique à une date plus ou moins précise, sans quoi, effectivement, je risque de ne pas pouvoir procéder à mes observations à une autre date, etc. Et si vous ne respectez pas votre planification dans le cadre de votre travail de fin d'études, par exemple, dans le cadre de votre thèse, qu'est-ce qui se passera? Vous allez bâcler le travail, n'est-ce pas? Donc, un chercheur de qualité est un chercheur organisé, est un chercheur qui a une planification, est un chercheur qui a bien compris ces différentes étapes, mesdames, messieurs, n'est-ce pas? Ces différentes étapes et l'importance des principes qu'on convoque ici dans le cadre de ce petit cours. Alors, c'est parti, je vais rapidement parcourir ces différentes étapes. Premièrement, quand on veut chercher, effectivement, quand on cherche quelque chose, on se pose une question, n'est-ce pas? On se pose une question. Alors, généralement, on a une thématique, n'est-ce pas? Une thématique, un thème large dans notre tête. Cette thématique n'est pas encore formulée sous forme de question, n'est-ce pas? Et ainsi, on est un peu perdu, d'accord? On est un peu perdu. Il va falloir qu'on se pose à une première question qu'on appelle une question de départ, d'accord? Une question de départ. Ensuite, à la suite de cette question de départ, bien évidemment, on va orienter un certain nombre de lectures. D'accord? On va orienter un certain nombre de lectures. On va lire des différentes approches. D'accord? Différentes approches dans la littérature scientifique ou pas. D'accord? On va lire différentes approches, différentes façons de problématiser, disons, notre question de départ, notre thématique, potentiellement. Ça va?
et où on pourrait aussi mener quelques entretiens exploratoires avec quelques acteurs de terrain, ou voire même avec des experts, encore mieux, n'est-ce pas? Donc, toujours dans une phase exploratoire qu'on pourrait, dans un premier temps, considérer comme une phase préliminaire, mais dans un deuxième temps, considérer comme une phase théorique, puisque là-dedans, on va lire un certain nombre d'ouvrages qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble sur la production scientifique en la matière, c'est-à-dire autour de notre question de départ, n'est-ce pas? Et une fois qu'on a augmenté notre nombre de lectures autour de notre question de départ, qu'est-ce qui se passe, mesdames, messieurs? Effectivement, si vous voulez, on a fait le tour de la question. On a fait le tour de la question ainsi. On parle de l'état de l'art, tout simplement. C'est-à-dire, on a été voir dans la littérature, encore une fois, j'insiste sur la qualité scientifique de cette littérature, d'accord? On a été voir dans la littérature comment est-ce que les uns et les autres parle de notre question de départ. Comment est-ce que les uns et les autres problématisent, effectivement, c'est-à-dire posent leur caméra à partir d'un angle d'attaque, d'accord? Quel est leur point de vue vis-à-vis, effectivement, de notre question de départ? Et étant donné qu'on a fait le tour de la question, mesdames, messieurs, étant donné qu'on a fait le tour de la question, on a une vue d'ensemble. Et c'est ainsi, et ça c'est important, effectivement, c'est ainsi qu'on pourrait d'une certaine manière, se dire, ah, personne n'a jamais déposé sa caméra ici, à partir de cet angle. Notre phénomène, notre question de départ n'a jamais été problématisé à partir de cet angle. Et ainsi, peut-être, il vaut mieux que il vaut mieux que je choisisse une telle problématique, c'est-à-dire déposer ma caméra à partir de cet angle, parce que c'est ici que ma problématique peut être une problématique inédite, audacieuse, originale, n'est-ce pas? Une problématique qui peut être qualifiée d'être une bonne question. D'accord? Je reviendrai sur la question de la problématisation et qu'est-ce qu'une bonne question plus tard. Donc, effectivement, vous voyez, cette deuxième étape, effectivement, dans un premier temps, ça peut être une étape préliminaire de lecture et d'entretien exploratoire. Mais petit à petit, à la suite de ces boucles de rétroaction, effectivement, devient une phase importante de lecture. De lecture, effectivement, rigoureuse, c'est-à-dire avec des fiches de lecture, avec des grilles d'analyse, avec un certain nombre de dispositifs qui nous permettent d'organiser les données. D'accord? D'organiser les données. Alors, comme je viens de dire, effectivement, dans un troisième temps, une fois qu'on a lu suffisamment dans la littérature, on va pouvoir problématiser. On va pouvoir problématiser, c'est-à-dire on va pouvoir stabiliser notre question de départ. D'accord? Stabiliser notre question de départ, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, effectivement, notre question de départ, dans un premier temps, est relativement large, mais ici, à la suite de la problématisation, elle devient plus précise. Donc, je pourrais parler, par exemple, d'une première problématique et d'une deuxième problématique. Mais en réalité, dans le cadre d'une recherche, on se pose beaucoup de questions, si vous voulez, d'accord? Du coup, entre la première question qu'on s'est posée et qu'ici on appelle question de départ et la problématique stabilisée, on pourrait retrouver une dizaine, une vingtaine de questions et une vingtaine de transformations, n'est-ce pas? Et bien évidemment, plus vous lisez, plus, disons, il est plus facile pour vous de retrouver votre problématique. Donc, petit conseil pour ceux qui ne parviennent pas à problématiser, eh ben, continuez vos lectures. Continuez vos lectures. Bien évidemment, ce sont des lectures qui peuvent être complétées avec des entretiens, avec des observations, n'est-ce pas? Il n'est pas question qu'on reste enfermé dans la bibliothèque. C'est toujours effectivement judicieux de faire un va-et-vient entre la bibliothèque et le terrain, n'est-ce pas? Et voilà. Alors, une fois qu'on a problématisé, c'est-à-dire on a défini une question de recherche, une question qui était dans un premier temps de départ, mais par la suite, à la suite des transformations, elle est devenue notre problématique, notre question de recherche. À ce moment-là, on va extraire, disons, les hypothèses qui sont dans notre problématique déjà. D'accord?
qui sont dans notre problématique, on va sortir les hypothèses, on va peut-être ajouter quelques hypothèses complémentaires à l'hypothèse principale de notre problématique, et ainsi, et après, on va y définir des dimensions et des indicateurs pour, disons, les concepts de notre hypothèse. D'accord? Les concepts de notre hypothèse. Ainsi, effectivement, nous sommes en train de construire un modèle d'analyse. Nous sommes en train de construire un modèle d'analyse, et là, nous définissons, si vous voulez, des indicateurs, c'est-à-dire des éléments observables dans le réel qui nous permettent de vérifier les variations, si vous voulez, de nos variables, c'est-à-dire les concepts qui composent notre hypothèse, notre variable dépendante, notre variable indépendante. D'accord? Alors, je vais très vite, bien évidemment, juste pour donner les éléments les plus basiques, les plus importants. Si vous avez des difficultés, certainement, il faut aller voir d'autres vidéos. Il faudrait lire un peu en la matière pour mieux comprendre ces concepts. Mais ici, je me contente de parler de l'essentiel. Ensuite, à la cinquième étape, effectivement, on va vérifier les hypothèses de notre modèle d'analyse. On va vérifier effectivement les indicateurs qu'on s'était fixés comme éléments à observer, d'accord? Éléments à observer, des éléments qui sont représentatifs dans le réel de notre concept, de notre phénomène. Et donc, ben oui, c'est la phase empirique. C'est la phase de récolte des données. C'est la phase de récolte des données. À la suite de la phase de l'observation, effectivement, il va falloir rassembler les données, éventuellement les synthétiser, les décrire, d'accord, les décrire, et finalement commencer à les analyser, c'est-à-dire à vouloir sortir des explications, effectivement, de ces constats, d'accord. Mais souvent, disons, cette phase d'analyse consiste à confirmer ou infirmer, on va dire, nos hypothèses qui sont notamment dans notre modèle d'analyse. D'accord? Parfois, non seulement on confirme ou infirme notre hypothèse, mais en plus, dans la phase d'analyse, on propose d'autres hypothèses, on propose d'autres interprétations. Donc, la phase d'analyse, disons, c'est une phase bien sûr très importante et à certains égards difficile pour les étudiants. Euh, euh, mais ce qui est important, c'est que dans la phase d'analyse, mesdames, messieurs, on reste cohérent. Donc, face à nos observations, n'est-ce pas? On ne commence pas à analyser, à faire rentrer dans nos analyses des éléments qui n'étaient pas au départ dans notre dans les données qu'on a observées, ni même dans notre modèle d'analyse, ni même dans ce qu'on a lu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parfois, on a certains étudiants qui pendant la phase de l'analyse des informations, commence à proposer des analyses et on se demande d'où viennent ces analyses. Est-ce que c'est ce qu'ils ont observé? Non, c'est pas ce qu'ils ont observé. Est-ce que c'est en rapport avec leur problématique? Non. Eh ben, c'est pas une recherche cohérente, n'est-ce pas? Une recherche cohérente, une rigoureuse, effectivement, c'est aussi ça, c'est aussi ça. Et finalement, on conclut, on conclut. Donc, comme vous voyez ici, je vous ai présenté les choses étape par étape. On pourrait avoir une représentation sous forme d'entonnoir en disant que la question de départ, alors au-dessus de la question de départ, si vous voulez, il y a une thématique générale. Ensuite, vous avez la question de départ. Ensuite, dans la phase exploratoire, vous allez devoir lire, mais vous ne pouvez pas tout lire. Vous voyez, c'est impossible de lire toute la littérature. Impossible. Et quand on problématise, on pose notre caméra on pose notre caméra, on va avoir un type de regard qui reste malgré tout effectivement partiel vis-à-vis de l'ensemble des facettes de notre phénomène, d'accord? Ensuite, on pose des hypothèses, et il va falloir être modeste dans le nombre d'hypothèses, parce qu'on ne peut pas poser trop d'hypothèses, sinon on va s'y perdre. Et là, effectivement, on récolte des données, on ne peut pas observer
tout, disons, on ne peut pas procéder à des enquêtes exhaustives, c'est-à-dire observer l'ensemble des individus, n'est-ce pas? Et du coup, on va devoir faire se contenter à observer des échantillons, par exemple. Ensuite, il va falloir effectivement vérifier ces hypothèses, disons vérifier les hypothèses, vérifier notre modèle d'analyse. Et même dans cette vérification, il existe, on va dire, un certain nombre de procédés discriminatoires qui nous empêchent de tout vérifier. D'accord? Et finalement, on conclut. Donc, comme vous voyez, ça fonctionne comme une espèce d'entonnoir. Et là, je dirais, cette représentation schématique, c'est peut-être la représentation la plus importante dans les premières phases de la recherche, particulièrement, c'est-à-dire dans ces phases où on se pose une question qui se stabilise petit à petit, d'accord, qui se stabilise petit à petit. Donc, comment ça se passe? Alors, de façon caricaturale, bien évidemment, ceci n'est pas forcément le parcours de tout chercheur, mais de façon caricaturale, mesdames, messieurs, il se passe que, effectivement, dans un premier temps, on a une thématique, à la suite d'une observation non organisée, parce que dans le cadre de notre expérience professionnelle ou de notre vie quotidienne, on s'est posé une question, d'accord? Il y a une thématique qui nous intéresse. Et alors, par la suite, on pourrait avoir une lecture non organisée, une lecture libre, n'est-ce pas? On pourrait lire un article Wikipédia de qualité, bien évidemment, sachant que, je vous rappelle, on ne cite jamais Wikipédia dans un travail académique. Jamais. On pourrait lire, mais jamais citer. Il faut aller vérifier les sources, bien évidemment. Enfin, je parle d'un article wiki, donc vous pouvez effectivement aller sur un site, aller lire un article de la presse, peut-être de la presse de qualité moyenne, n'est-ce pas? Quelque chose qui vous permet de vous familiariser, de vulgariser, disons, le phénomène, et ainsi vous permet de vous poser une première question de départ. Mais à la suite de cette première question de départ, vous allez rendre un peu plus sérieux votre lecture, n'est-ce pas? Et ainsi, vous allez lire des articles de presse, mais de presse de qualité, d'une presse de qualité. Et ainsi, cela vous permet de poser une deuxième question. Vous pouvez éventuellement mener un entretien avec un expert. Et là encore, c'est mieux, je dirais. Donc, vous avez une deuxième question de départ. Et finalement, vous continuez vos recherches. Et là, vous allez mettre du temps à trouver les articles, les ouvrages que vous allez devoir lire. J'insiste là-dessus. On ne lit pas vite fait, bien fait. Effectivement, il va falloir mettre du temps à choisir ce qu'on va devoir lire. Parfois, il faut mettre toute une journée à choisir, ne fût-ce qu'un article, mesdames, messieurs, ne fût-ce qu'un article. Et finalement, on se rend compte que non, ça ne nous convient pas. Ça ne nous convient pas. Donc, le choix de ce qu'on va devoir lire, choisir ce qu'on doit lire, effectivement, c'est déjà un travail important. D'accord? C'est déjà important. En tout cas, dans le cadre de cette phase de lecture organisée, il va falloir qu'on fasse des fiches, qu'on lise de façon approfondie, qu'on fasse des représentations graphiques, schématiques, et on compare les données, d'accord? On compare les données. Donc, on parle effectivement d'une, disons, observation organisée au sens où on observe effectivement les facettes, disons, de notre question de départ, de ce qui va devenir notre problématique, d'accord? On observe les différentes facettes à travers de, la lecture, mais de qualité, mais aussi à travers effectivement quelques entretiens, et finalement on problématise, Donc, euh, voilà, voici les différentes étapes, disons, les plus importantes dans ces phases d'une recherche. Euh, pour approfondir tout ce que je viens de dire, je vous invite à aller regarder les autres vidéos que je vais préparer par la suite, afin de savoir comment est-ce qu'on construit une question de départ, comment est-ce qu'on doit procéder pour la lecture, comment est-ce qu'on doit procéder pour la synthèse, comment est-ce qu'on doit faire pour problématiser, quelles sont les différentes catégories de problématiques, quelles sont les différentes façons de problématisation. Disons ici, c'était un tout petit cours, très rapide et condensé, et à certains égards violent,
pour dire les éléments les plus importants. Je vous remercie et bon travail.